Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Redéfinir une fois encore le développement et l'économie du développement. Est-ce vraiment bien utile? Je ne crois guère au débat terminologique, mais je pense qu'il masque souvent des problèmes importants de la réalité. Dans le cas présent, ce sont ceux de la réflexion critique sur le processus de progrès des sociétés. J'ai travaillé professionnellement sur ces questions durant plus de 50 ans, et j'y travaille encore. Mon activité se rapproche inévitablement de son terme, et certains de mes amis m'incitent, au moins implicitement, à y renoncer avant de sombrer dans le bavardage sénile. Je ne m'y résous pas vraiment, et je voudrais expliquer pourquoi. J'y vois au moins 3 raisons majeures. La première est évidemment ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, en contradiction avec l'optimisme systématique et la prétendue rationalité dont les économistes du développement se sont crus naïvement les héros et les défenseurs, depuis des décennies. Certes, dans presque tous les pays de la planète, on continue à utiliser le terme de développement, pris au sens le plus favorable qui puisse lui être donné, celui de progrès, pour désigner et pour qualifier les évolutions majeures des sociétés et des économies durant la période récente. Cette qualification de progrès est sans doute discutable. On peut cependant la comprendre si on se met à la place de ceux, individus, groupes sociaux, États-nations ou grandes régions, qui en ont été et qui en restent les principaux bénéficiaires. Mais ces évolutions ne semblent ni entièrement positives, ni même probablement durables. Elles s'accompagnent de drames catastrophiques pour une fraction importante de la population mondiale, en termes de non-satisfaction des besoins essentiels et d'exploitation forcenée des groupes les plus faibles par les groupes les plus forts. Même chez les plus favorisés, elles sont marquées par une insatisfaction et une insécurité croissantes, et aussi par des menaces de plus en plus précises sur la viabilité de leur succès à moyenne ou à longue échéance. Et malgré l'affirmation bruyante de leur confiance et de leur certitude, les économistes et ceux qui croient encore en leurs analyses se montrent de plus en plus incapables de justifier leur optimisme en matière de développement des sociétés. Notre monde, ou plutôt le système qui gère notre monde, va mal. Il est de plus en plus inégal et injuste, de plus en plus prédateur, de moins en moins respectable, de plus en plus violent, de plus en plus inconscient ou aliéné vis-à-vis de ses perspectives de progrès. Les 2 autres raisons me sont davantage personnelles, mais il faut cependant que je les évoque rapidement. L'une provient de mon insatisfaction quant à ma propre insuffisance en tant qu'économiste de développement, ou plutôt de mes doutes quant à la pertinence de ce que j'ai dit, écrit et enseigné durant ma carrière. Je croyais cependant avoir privilégié une approche critique, à propos des changements sociaux que je pouvais observer, ou des politiques à l'élaboration desquelles j'avais été moi-même invité à collaborer. Mais aujourd'hui, je dois bien constater que ces critiques restent très en deçà de ce qu'elles auraient pu être, et qu'elles apparaissent aujourd'hui quelque peu dérisoires dans leur insuffisance, en regard des événements que nous n'avions pas su prévoir, des difficultés que nous expérimentons déjà, et de celles peut-être encore plus graves qui s'annoncent. Des possibilités alternatives avaient été proposées par certains courants de pensée auxquels j'avais cru pouvoir me rattacher. Je constate maintenant qu'elles n'étaient certes pas sans objet ni même sans quelque pertinence, mais qu'elles sont restées bien abstraites et bien théoriques, faute d'avoir été traduites en choix concrets par les responsables politiques de tout niveau. Et aussi que les comportements de chacun d'entre nous, les miens comme ceux de la plupart des acteurs que j'ai pu rencontrer ou dont j'ai pu analyser les orientations, sont restés sans commune mesure avec les changements personnels, collectifs ou institutionnels qui auraient été requis, pour que notre monde ne soit pas ce qu'il est aujourd'hui, ou ce qu'il risque de devenir demain. Enfin, au niveau d'une réflexion qui est peut-être celle de beaucoup d'entre nous à partir d'une longue période de travail, je ressens le besoin de synthétiser ce que j'ai cru et pensé, dans le domaine professionnel et ailleurs, mais cet « ailleurs » relève sans doute d'une autre histoire. Une synthèse qui n'aurait évidemment pas la prétention d'un quelconque testament intellectuel, mais qui serait d'abord un effort pour résumer l'essentiel de ce que j'ai essayé de penser, d'écrire et d'interpréter en différentes périodes, et à la suite de différentes expériences professionnelles. Le but d'un tel effort de synthèse serait d'abord d'identifier les changements, les progrès, les contradictions et les reculs éventuels, par rapport à ce que moi-même et les groupes de recherche auxquels j'ai participé avions été capables d'analyser.
Mais cette synthèse pourrait aller plus loin et tenter une appréciation plus générale. Pour juger si en définitive, toute cette réflexion en valait bien la peine, si cela fait sens aujourd'hui d'en laisser une trace à l'usage des générations qui me suivent. Mes enfants et mes petits-enfants, certes, et aussi ceux qui ont cherché avec moi parce qu'ils ont été mes étudiants, mes collaborateurs ou mes amis, lors de telle ou telle étape de ma vie professionnelle ou sociale. À leur intention, je voudrais essayer une nouvelle fois de m'expliquer aussi simplement et aussi clairement que possible, avec l'espoir sans doute un peu fou que tout ce que j'ai pu dire ou proposer dans les domaines de réflexion qui ont été les miens, n'ait pas été un bavardage totalement inutile. Cependant, les raisons qui viennent d'être esquissées ne font que suggérer pourquoi je me suis lancé dans cette tentative de retour sur le passé. Elles ne définissent pas encore l'orientation et l'objectif de ce projet pour le présent et pour l'avenir. Or, je ne veux retenir ici, dans mon travail de recherche passé, que les seules conclusions qui peuvent avoir un sens pour la solution des problèmes de fond du développement en général, par opposition à celles qui n'avaient d'autre intérêt que conjoncturel pour une période passée, ou spécifique pour un pays déterminé. Mais il faut surtout confronter ces conclusions explicitement, pratiquement, à ce qui m'apparaît aujourd'hui comme les principaux problèmes de développement actuels, c'est-à-dire ceux qui concernent notre époque et l'avenir que nous essayons d'anticiper. D'où le souci d'établir une liste de quelques-uns de ces problèmes principaux. Non pas, encore une fois, une liste prétendument exhaustive, mais une série des questions pour lesquelles mes conclusions du passé ou certaines d'entre elles pourraient encore avoir un sens ou une utilité. Je crois d'ailleurs pouvoir dire dès à présent, ma conviction que cette liste comprend plusieurs des problèmes qui apparaissent à la plupart des observateurs comme cruciaux pour aujourd'hui et pour demain. C'est sur cette base que je peux préciser l'objectif de ce nouveau texte établi à partir de recherches anciennes, même si cet objectif peut paraître à première vue trop ambitieux ou trop imprécis. Ce que je cherche en réalité, c'est à contribuer à une définition à partir de mes travaux passés, de ce qui me semble constituer les exigences actuelles de la réflexion en économie et en sciences sociales, pour mieux comprendre et mieux agir sur le phénomène de progrès dans notre monde. Même si le vocabulaire courant l'admet, j'essaie souvent d'éviter quand c'est possible le terme de développement, en raison des querelles auxquelles il a donné lieu dans les années récentes, et aussi en raison des multiples désillusions auxquelles ont abouti la plupart des stratégies, nationales ou internationales, qui ont été présentées depuis un demi-siècle comme des stratégies de développement. Mais peu importe les termes, ce que je veux aborder ici, c'est une réflexion assez générale, même si elle est inévitablement partielle, en raison des limites que j'ai soulignées, sur certains enjeux actuels du progrès collectif de la condition humaine, parce que je crois que ce progrès est plus que jamais nécessaire dans notre monde d'aujourd'hui, et parce que je crois que ces enjeux exigent un véritable changement de regard sur les évolutions de société. Si mes raisons d'écrire aujourd'hui, telles que je viens de les esquisser, ne leur paraissent pas parfaitement vaines, et surtout s'ils comprennent les objectifs d'un tel travail de retour sur quelques conclusions du passé, en liaison avec les enjeux de l'avenir, je peux alors demander aux lecteurs de parcourir le texte qui suit, non pour l'accepter passivement, mais pour y réagir et pour se faire eux-mêmes leur opinion sur l'importance des changements nécessaires. Et comme certains de ces lecteurs connaissent plusieurs écrits que j'ai publiés dans le passé, et que je vais résumer ou évoquer rapidement ci-dessous, au risque de quelques répétitions, j'indique dès à présent l'articulation de la démarche et la série d'étapes que je me propose de suivre. Dans une première partie, je retracerai les différentes étapes de ma vie professionnelle qui m'ont mené de la Belgique à la Suisse en passant par le Congo, les États-Unis et la France. À ces séjours de plusieurs années, il faudrait d'ailleurs ajouter d'assez nombreuses missions de plus courte durée en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Je rappellerai pour chacune de ces étapes principales, les conclusions de recherche auxquelles je suis parvenu. L'idée d'un tel récit, qui doit être bref, n'est évidemment pas d'imposer au lecteur une histoire de ma vie, dont les détails et péripéties ne me semblent nullement d'un intérêt exceptionnel. Il est plutôt de montrer que les conclusions auxquelles je suis parvenu en matière de développement à diverses périodes de ma vie professionnelle sont étroitement dépendantes, non seulement du changement progressif de mes préoccupations, mais aussi du cadre géographique, institutionnel et même politique dans lequel ces étapes successives se sont déroulées. Je me bornerai donc au minimum d'histoire événementielle nécessaire à la compréhension de ces changements,
mais j'essaierai aussi, pour chacune de ces étapes, d'identifier les principales conclusions que j'en ai dégagées à l'époque, au moins dans la mesure où je crois qu'elles gardent un certain intérêt, et surtout dans la mesure où elles contribuent à l'analyse globale que je propose aujourd'hui. On notera, et j'y insisterai souvent, le caractère personnel de ces conclusions. Elles sont basées sur mes expériences ainsi que sur certaines lectures que j'ai faites à l'époque de ces expériences pour en dégager certains enseignements. Elles n'ont évidemment aucune prétention à l'exhaustivité, et encore moins à une synthèse des visions globales du monde qui dominaient à cette époque. Dans une seconde partie, je tenterai d'abord de rappeler les caractéristiques générales du processus de développement et d'en proposer une critique d'ensemble. J'essaierai ensuite de confronter les conclusions que j'ai dégagées dans le passé à certaines évolutions ultérieures qui expliquent le monde d'aujourd'hui, et aussi à celles que les observateurs croient pouvoir annoncer pour l'avenir. Je tenterai donc de dresser un tableau de quelques-uns des principaux obstacles actuels au progrès, pris à titre d'exemple, et de les confronter avec certains enseignements de l'économie traditionnelle du développement auxquels mes conclusions passées avaient déjà commencé à s'opposer, mais sans doute trop timidement. Le contraste entre ces enseignements traditionnels et la réalité actuelle est profond. Mes conclusions ne me semblent pas encore suffisantes, et elles devront sans doute être approfondies par la suite. C'est l'une des raisons de l'insatisfaction relative dont je parlais au départ. Tout au long de cette réflexion, j'aborderai une nouvelle critique de ces conceptions traditionnelles de l'économie du développement, en mettant en question certaines implications. Je ne reviendrai que brièvement sur les caractéristiques majeures du système économique dominant, auquel j'attache beaucoup d'importance, mais que j'ai souvent décrites ailleurs. Je voudrais insister notamment sur 3 aspects de ce système, certaines composantes de la culture qui est sous-jacente à ces caractéristiques, les principaux problèmes de gouvernance, notamment internationale, qui en découlent, enfin les enjeux du progrès à la lumière de ces critiques, ainsi que quelques exigences de la recherche dans cette perspective. Remerciements. Je remercie vivement Alexandrine Boyer, Davictoire, Odile Franck et Sophia Mappa, qui ont accepté de lire et de commenter des versions préliminaires de cet ouvrage. Je ne peux remercier nommément le grand nombre de collègues, de collaborateurs, d'étudiants et d'amis avec qui j'ai eu de multiples échanges, tout au long de mon parcours de chercheur. Ils m'ont aidé à comprendre qu'une telle recherche ne pouvait être que le fruit d'un travail collectif. CC 15 juillet 2016. Première partie, analyse et conclusion de recherche dans le PASS. Chapitre 1, le Congo et l'Université de Kinshasa. Mon parcours professionnel fut assez diversifié, puisqu'il s'est déroulé à la fois dans le cadre universitaire de divers pays et dans celui de plusieurs administrations nationales ou internationales. J'ai terminé mon doctorat en droit en 1960, à l'Université de Louvain, et ma licence en sciences économiques en 1961. J'y ai ensuite travaillé 1 an à la faculté d'économie comme assistant d'enseignement. En octobre 1962, soit un peu plus de 2 ans après l'accession à l'indépendance de la République démocratique du Congo, je suis arrivé à Kinshasa comme assistant de recherche à l'université qui s'appelait alors Lovanium, dans le cadre de l'Institut de recherche économique et sociale, IR. Recherche pour l'IR en Ouélé, 1963 à 1964. Depuis 1960, l'IR avait pris en charge une fonction de collecte de l'information socio-économique indispensable au démarrage du nouvel État congolais, puisque cette information n'avait pas pu être assurée suffisamment par la nouvelle administration nationale, dans les premières années très troublées de l'indépendance. L'équipe des économistes de l'Institut notamment, tentait d'assurer le suivi de la conjoncture en matière de production agricole et industrielle, de commerce extérieur, d'emploi et de salaire, de finances publiques, de monnaie et de prix. Mais il était vite apparu impossible d'analyser et de comprendre une évolution aussi rapide, complexe et chaotique, à partir d'une petite équipe établie sur un campus universitaire. Peu de temps après mon arrivée, la direction de l'Institut s'était proposé de profiter de la réorganisation provinciale pour envisager l'installation, dans une ou plusieurs des nouvelles provinces, de points d'observation qui viendraient enrichir le suivi de l'économie congolaise à partir de la seule capitale. C'est ainsi que je fus envoyé par l'IR, à titre expérimental,
dans la petite ville de Police, aujourd'hui Isiro, nouveau chef-lieu de la province de l'Ouélé qui venait d'être créé dans le nord-est du pays, dans une région de forêt et de savane restée sous l'emprise d'une organisation essentiellement coutumière. J'avais pour mission d'y réaliser une enquête socio-économique urbaine en quelques semaines, et d'apprécier en même temps si les conditions permettaient la mise en œuvre prolongée d'études plus approfondies sur l'économie de la nouvelle province. J'ai pu réaliser cette étude socio-urbaine, et j'ai ensuite multiplié les contacts et les visites dans les ministères et dans l'administration de la province, dans les chefferies traditionnelles, dans les entreprises et dans les plantations. J'ai compris très vite l'immense intérêt que pouvait présenter un séjour prolongé et une recherche approfondie dans un tel cadre. Je pensais pouvoir y rester éventuellement plusieurs années, en gardant évidemment un contact étroit avec l'Institut. Les événements, comme on disait à l'époque, en ont décidé autrement. J'ai passé 2 périodes de 6 mois en Ouélé, j'y ai lancé les bases de divers travaux, mais j'ai dû finalement interrompre brutalement ce programme en raison de l'extension rapide et violente de la rébellion dite mouléliste à partir de 1964 dans toute la partie orientale du Congo. J'ai dû rentrer précipitamment à Kinshasa, en n'emportant que quelques cahiers de notes, et en échappant sans le savoir, à une situation de guerre qui a finalement duré des années et qui dure encore, avec des dizaines de milliers de victimes dès les premières années. Je n'ai jamais pu revenir en Ouélé, et j'ai dû abandonner tous mes projets de recherche sur ce terrain. Lorsque j'ai compris que cette situation était irrémédiable, je me suis décidé à écrire, à la demande de l'Institut, un petit ouvrage présentant les résultats préliminaires de mon travail sur cette province, avec la conscience que ces résultats resteraient définitivement préliminaires. Je n'en dirai pas plus ici sur l'histoire et les péripéties de cet échec apparent d'une tentative qui reste pour moi, l'une des expériences les plus passionnantes et les plus riches de toute ma vie de chercheur. Mais je voudrais résumer rapidement, non pas les résultats empiriques préliminaires que j'ai retirés de cette année de travail. Résultats aujourd'hui largement dépassés par les tragédies qui ont ravagé cette région, depuis le milieu des années 60 jusqu'aujourd'hui, mais plutôt les conclusions que j'en ai tirées quant aux exigences de la recherche sur un tel terrain et sur de tels problèmes de développement, exigences qui ont changé mes perceptions initiales et qui m'influencent encore profondément aujourd'hui. Je rappelle d'abord les intentions initiales de cette recherche, même si cette ambition de départ était très générale, et si elle n'a finalement reçu qu'un très modeste début de réalisation. Dans un pays aussi vaste que le Congo-Kinshasa, aussi potentiellement riche, et donc objectif de multiples visées internationales, aussi troublé dès les premiers jours de son indépendance, dans une province éloignée, dotée d'un certain potentiel agricole, mais dépourvue de richesses minières, et dans un système de relations sociales resté largement coutumier, où il restait à peine quelques centaines de colons étrangers, l'objectif de ma mission était de contribuer à une meilleure analyse des transformations en profondeur de la société et de l'économie. Non seulement en raison d'une modernisation encore timide, mais surtout à la suite de la disparition de l'administration coloniale, alors que celle-ci avait joué un rôle moteur omniprésent dans la gestion de la colonie. Théoriquement, la logique de cette gestion devait être profondément modifiée, puisque ses bénéficiaires étaient supposés être le peuple congolais plutôt que les acteurs de l'ancienne métropole. Mais qu'en était-il en pratique, alors qu'aucune procédure sérieuse de transition n'avait été prévue ? Sans décrire les détails d'une enquête qui commençait à peine, je me borne à souligner 3 exigences fondamentales qui me semblent avoir marqué, non seulement ce premier travail et la formulation de ces résultats préliminaires, mais aussi les perspectives de mes recherches ultérieures au Congo et ailleurs. A. C'est d'abord le caractère très expérimental, et donc forcément modeste de ce travail que j'avais commencé en chercheur débutant, sans projet de recherche formel préétabli, dans un pays que je ne connaissais pas, et qui était alors profondément désorganisé par les circonstances de son accession récente à l'indépendance. Les statistiques disponibles étaient le plus souvent sommaires, sinon même inexistantes. L'information préliminaire dont j'avais besoin ne pouvait donc provenir que de la multiplication de mes contacts informels avec l'ensemble des acteurs de cette société encore majoritairement traditionnelle, mais déjà parcourue de diverses lignes de fracture. Ce mode d'approche informelle contrastait évidemment avec les préoccupations majoritaires de l'équipe d'économistes qui m'avait envoyé en Ouélé depuis Kinshasa,
mais qui travaillait essentiellement sur les données macroéconomiques en voie d'établissement à Kinshasa, comptabilité nationale, balance des paiements extérieurs, comptes publics, statistiques monétaires, synthèse des bilans d'entreprise, indices de prix, etc. Je ne me sentais pas en désaccord de principe avec les travaux de cette équipe, qui était centrée à ce moment inévitablement sur l'observation des évolutions conjoncturelles davantage que sur celle des caractéristiques structurelles des sociétés observées. Mais je ne pouvais m'empêcher de constater que cette approche formelle de la conjoncture ne donnait encore aucune image concrète et significative des transformations des relations sociales qui s'accéléraient dans le pays. Or c'étaient bien ces relations sociales, avec la société nouvelle qui s'ébauchait à partir d'elles, qui me semblait désormais constituer l'objet prioritaire de l'analyse du Congo nouvellement indépendant. B. Cette prédominance nécessaire qu'il fallait attribuer aux nouveaux rapports sociaux m'apparut de manière encore plus nette, lorsque revenu à Kinshasa et convaincu de ne pouvoir poursuivre avant longtemps mon étude de l'Ouélé, je tentai de rédiger un texte sur les résultats préliminaires de mon enquête. Je reçus à cette époque un avis amical d'un collègue de Lire, Benoît Verhagen, qui était de formation économique mais dirigeait le centre d'études politiques de l'Institut. Ayant lu une première version de mes commentaires, il me fit comprendre que tout cela était certes intéressant, mais demeurait à la surface des choses, si je n'essayais pas davantage d'identifier systématiquement, à partir d'observations empiriques, quels étaient les nouveaux groupes sociaux en présence dans cette société en mutation, sur quelle base ils se formaient, et surtout quel rapport de complémentarité, de concurrence, d'ignorance réciproque, de mimétisme ou d'exploitation ils entretenaient entre eux. D'où la complexité de la recherche de l'intérêt général, en Ouélé comme d'ailleurs dans beaucoup de sociétés, dans toutes les sociétés même, parce que les intérêts de ces groupes sociaux sont toujours diversifiés, parce que les conflits entre groupes sociaux sont inhérents à toutes les formes de relations sociales, et parce qu'ainsi il n'est jamais possible qu'une politique plaise à tout le monde à la fois. Le problème était bien sûr que les instruments habituels de l'analyse économique orthodoxe n'étaient que très partiellement pertinents, et parfois illusoires ou même trompeurs, pour comprendre ces dimensions diversifiées et conflictuelles de la société. Et une difficulté additionnelle vint du fait que, comme je l'ai dit, les circonstances m'interdirent définitivement de mener à son terme une telle enquête en Ouélé. Mon ouvrage sur cette région ne fournit donc qu'une approche très préliminaire de ces dimensions. Il n'empêche, j'avais été profondément convaincu de l'importance de cette exigence, si l'on voulait s'attacher à la compréhension des sociétés humaines, sans exclure leur dimension économique, certes, mais en les dépassant, plutôt qu'à l'analyse des seuls agrégats macroéconomiques, et j'ai tenté désormais de la rappeler dans la plupart de mes travaux ultérieurs jusqu'aujourd'hui. Comme je l'expliquerai plus loin, la conscience aiguë de cette exigence n'a guère facilité dans la suite mes relations avec la Corporation des économistes orthodoxes. C. L'interruption définitive de ma recherche en Ouélé est due, je l'ai dit, à l'explosion de violence qui a secoué le pays à partir de 1964, et qui rendait pour longtemps impossible toute enquête de terrain. Cette violence se dressait moins contre la persistance de la présence étrangère, dont les abus n'avaient certes pas été entièrement supprimés avec la disparition formelle de l'organisation coloniale, que contre la classe sociale qui avait été la principale bénéficiaire des avantages de l'indépendance, aux dépens de l'immense majorité de la population congolaise, bien qu'il ait été trop tôt à cette époque et en ce lieu pour parler d'une véritable bourgeoisie nationale en formation. Et ce sont bien les conflits d'intérêts entre groupes sociaux, dont on vient de parler, qui ont provoqué cette explosion de violence, de manière particulièrement rapide et brutale. Un demi-siècle plus tard, la même instabilité et souvent la même situation de guerre persistent dans cette province, qui avait été pourtant considérée en 1963 comme l'une des plus prometteuses parmi les nouvelles provinces créées à ce moment. L'instabilité et la guerre ont entraîné une nouvelle misère dans cette région. Une région qui n'a jamais été très riche bien sûr, qui était éloignée des grandes villes, des principaux gisements miniers et des débuts de l'industrialisation, mais qui pouvait se nourrir sans problème et développer peu à peu les services sociaux les plus importants. Aujourd'hui elle est non seulement instable, vulnérable et troublée, mais elle est oubliée de tous les programmes prioritaires quels qu'ils soient dans la mesure où ceux-ci existent encore. En quelque sorte, le mode de vie de la majorité de la population y est revenu près d'un siècle en arrière.
La région est donc marquée en conséquence, par une prolifération nouvelle de la misère, en termes de non-satisfaction des besoins les plus essentiels. Les gens ont faim parce que l'insécurité ne permet pas une activité agricole régulière. La qualité des écoles laisse beaucoup à désirer, sauf circonstances exceptionnelles. L'enfant qui souffre d'une appendicite dans un village éloigné n'a guère de chance de survie, et ainsi de suite. Je ne peux détailler ici l'analyse de cette misère nouvelle, mais je voudrais seulement souligner la signification d'une telle évolution. Elle montre que le progrès n'est jamais assuré de manière définitive, que le processus de développement peut s'inverser en son contraire et se transformer en une longue et tragique régression, dont les coûts sociaux réels ne sont finalement plus mesurés par personne parce qu'aucun responsable ne s'y rend plus. Dans un tel pays, parler des oubliés du développement, ce n'est pas une formule de discours pour association charitable, c'est une réalité sociale proliférante à moyen et long terme que plus personne ne peut ou ne veut prendre en charge. Kinshasa 1965 à 1974. Planification et économie publique. En novembre 1965, le maréchal Mobutu a pris le pouvoir à la tête de la République du Congo, dont il a bientôt transformé le nom en République du Zaïre. Le nouveau chef de l'État, qui était à l'époque entouré d'une équipe où figuraient de nombreux universitaires, dont beaucoup provenaient de l'université de Kinshasa, prit au départ une série de mesures qui pouvaient être considérées comme très souhaitables et très légitimes. Elles furent d'ailleurs approuvées par les partisans, assez nombreux, notamment dans le milieu étudiant, de son effort pour créer un nouveau nationalisme et une nouvelle fierté nationale dans le pays. La présidence de la République demanda très vite la collaboration officielle de l'Institut de recherches économiques et sociales de l'Université Lovanium, qui allait bientôt être nationalisé avec les autres institutions universitaires du pays pour constituer l'Université nationale du Zaïre, en vue de l'aider à préparer diverses politiques de développement. Il était tout à fait naturel pour l'IR, et d'ailleurs inévitable, d'accepter une telle collaboration. Je ne peux évidemment aborder ici l'histoire du régime Mobutu, de ses politiques et de ses dérives de plus en plus négatives, jusqu'à son renversement en 1997. Je voudrais évoquer seulement l'un des projets politiques de Mobutu, parce que j'ai été personnellement associé pendant quelque temps à ses conséquences directes et indirectes dans les travaux de l'IR qui en ont résulté. C'est la décision, au début de 1966, de la création d'un organisme de planification du développement auprès de la présidence de la République. L'IR s'était vu confier, dès cette décision, un ensemble de travaux préparatoires en vue de cette planification, et j'avais été personnellement chargé d'assurer la liaison entre le bureau de la présidence et l'Institut. L'expérience ne fut pas bien longue et aboutit à un échec quasi total. 2 études d'orientation, l'une pour la relance agricole, l'autre pour un plan de développement et de diversification industrielle, ont été réalisés par l'IR à l'intention de la présidence en 1966. Divers débats et divers travaux ont évoqué 2 plans quinquennaux pour les périodes 1968 à 1972 et 1973 à 1977, mais ces 2 plans n'ont jamais fait l'objet de la moindre élaboration, ni a fortiori de la moindre exécution. L'institution chargée de la planification a d'ailleurs disparu complètement dans le courant de l'année 1967. Et la persistance formelle d'un ministère du plan dans la structure gouvernementale durant les années suivantes n'a guère permis aucun travail dans ce sens, sauf durant quelques très brèves périodes. Pour ma part, j'ai consacré mon travail de thèse de doctorat en économie, présenté à l'Université de Louvain en 1969, à une analyse de cette expérience de planification avortée et des raisons de son échec. Je ne vais pas revenir sur l'histoire détaillée de cet échec. Mais si je l'évoque ici, c'est parce qu'elle a eu au moins une conséquence positive pour mon propre travail de recherche et pour celui de l'IR, au-delà de l'analyse des causes immédiates de l'échec. Ce fut le début, dans le cadre d'un séminaire ouvert aux chercheurs et aux étudiants, mais aussi plus largement à divers experts extérieurs et à divers responsables politico-administratifs, d'un travail collectif et systématique de réflexion sur les exigences des élaboration des politiques publiques dans divers domaines, et sur les outils économiques qui permettraient d'éclairer davantage ces exigences. C'est sur ce travail que je voudrais insister ici, en abordant 3 thèmes qui ont donné lieu à de multiples travaux pionniers dans le cadre universitaire.
la critique nécessaire de l'approche planificatrice qui avait été esquissée, les apports du séminaire d'économie publique, qui a tenu des séances hebdomadaires durant chaque année académique de 1969 à 1974, et enfin le rôle joué par les étudiants de l'université dans ce cadre. Planifier le développement. L'approche de la planification, en premier lieu. Des pays appartenant à des catégories très différentes y avaient recours à cette époque. Pays de la zone d'influence soviétique, certes, à la suite des plans quinquennaux initiés en URSS à partir des années 30. En Europe occidentale, la France et quelques autres expériences de moindre importance, et surtout de nombreux pays en développement d'indépendance plus ou moins récente, en Asie, en Amérique latine, en Afrique. Il y avait des ministères du plan ou des organismes analogues, un peu partout, les succès étaient peu nombreux, les méthodes étaient imprécises et déjà fortement critiquées de toutes parts, mais beaucoup d'illusions persistaient. Le Congo devenu Zaïre s'est lancé dans une telle expérience dès 1966. Les statistiques de base manquaient. On ne pouvait même pas estimer le taux de croissance globale de l'économie dans les premières années de l'indépendance. On se doutait que les transformations de structure de l'économie et de la société étaient importantes, mais on ne pouvait guère les mesurer. Il y avait un discours vigoureux, de la part de la présidence, exprimant une volonté de développement, et aussi d'émancipation notamment par rapport aux séquelles persistantes de la période coloniale, et même de fierté nationale, mais pratiquement aucune idée n'était précisée quant aux objectifs concrets qui pouvaient être mis en œuvre à court et moyen terme, sinon sous la forme d'une relance, notamment agricole, qui visait essentiellement à mettre fin au désordre des premières années de l'indépendance et paradoxalement, à revenir aux structures de production coloniale. Avec du recul, on peut en conclure qu'une telle situation ne faisait que renforcer l'exigence d'une réorganisation de l'économie, et donc d'une planification au moins sommaire, si l'on revenait à la signification première de ce terme. D'autant plus qu'en apparence, une forte volonté politique était solennellement affirmée au sommet de l'État, et diffusée dans des discours publics retentissants. Pourquoi donc un échec aussi rapide et aussi total ? Je me borne ici à énumérer quelques raisons principales de cet échec, que j'ai abondamment étudiées ailleurs. Il me paraît important de distinguer les raisons, assez évidentes, liées à la situation du pays, et celles, plus complexes, liées à la méthode. Les raisons liées à la situation particulière du pays sont au moins de 3 ordres. Celle d'un profond désordre institutionnel, politique et social dans un pays multiethnique, qui n'avait jamais connu de véritable organisation étatique, sinon dans le cadre artificiel d'un système colonial qui n'a duré qu'un demi-siècle, soit moins que la période écoulée aujourd'hui depuis cette accession à l'indépendance, et au lendemain d'une accession à l'indépendance totalement improvisée en quelques mois. La deuxième raison est celle, contrastant avec la pauvreté bien vite aggravée de la population, de la richesse exceptionnelle de ce pays en matières premières. Les bénéfices de l'exploitation de cette richesse étaient très peu redistribués, en dehors d'une minorité attachée à ces privilèges. Mais surtout cette abondance en matières premières, dont certaines de grande valeur, explique la multiplicité des convoitises internationales qu'attirait le Congo. Ces convoitises étaient rendues d'autant plus avides que le pays était incapable de se défendre, et elles se sont manifestées jusqu'aujourd'hui par de multiples interférences d'acteurs étrangers, celles des interventions étatiques extérieures ou tolérées par des États extérieurs, comme ce fut le cas avec de multiples opérations de mercenaires ou de militaires en révolte, celles des organisations internationales, incapables d'imaginer et d'imposer l'avènement d'une économie cohérente, et de manière croissante, celle des grandes entreprises multinationales avides de profiter d'une anarchie presque totale. La troisième raison, liée aux deux précédentes, est celle d'une difficulté exceptionnellement profonde de la nation congolaise à organiser le partage des tâches, des avantages et des coûts de son activité économique et sociale. On pourrait même parler, plus généralement, d'une sorte d'incapacité à comprendre que les exigences du vivre ensemble imposent un minimum de consensus et de participation de chacun à l'œuvre collective. Mais justement, comme on va le voir, le contenu de cette œuvre collective n'était esquissé sérieusement par aucune autorité, sinon par une rhétorique assez creuse qui ne convainquait plus personne. Les raisons de méthode sont plus complexes. Elles tiennent pour l'essentiel à cette absence de définition, et à l'absence de méthode d'élaboration,
d'une œuvre collective à réaliser, dans une économie de capitalisme colonial axée sur le profit des acteurs étrangers, et ceci même si l'on reconnaît la tradition de mise en œuvre, durant un demi-siècle de colonisation, d'une volonté paternaliste de réalisation sociale, notamment dans le domaine de la santé et de l'éducation primaire, avec des résultats non négligeables. En toute hypothèse, l'œuvre collective à mettre en œuvre dans le cadre d'un développement national était d'une nature foncièrement différente. Quelques-unes de ces orientations politiques étaient certes affirmées dans les discours présidentiels du nouveau régime. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.